Le 30 septembre, Kingston n'a pas crépité d'armes. La ville a grondé de tambours et de pas. 120 000 personnes ont défilé, tandis que Hands of Africa franchissait 12 millions d'écoutes en une semaine, traçant un pont sonore vers Ouagadougou et rappelant que les chiffres peuvent aussi être des boussoles. Que révèle vraiment cette onde qui traverse l'Atlantique pour nous, et que dit-elle d'Ibrahim Traoré, dont le nom fédère des attentes contradictoires, sécurité, dignité, souveraineté, et si cette énergie devenait un langage commun capable de convertir l'émotion en politique concrète et mesurable. Ce qui se joue ici dépasse la musique et les slogans. À travers le chant collectif Hands of Africa, la diaspora découvre qu'un refrain peut devenir manifeste politique. Car si les tambours résonnent à Kingston, c'est bien à Ouagadougou qu'ils trouvent leur écho concret. Routes tracées, écoles ouvertes, or nationalisées. La promesse d'Ibrahim Traoré n'est pas un rêve romantique, mais une équation pragmatique, rendre à la population ce que les contrats ont longtemps confisqué. Le risque ? Que cette onde de fierté se heurte au mur du réel, dettes, sanctions, isolement. Pourtant, chaque chant, chaque marche, chaque don numérique prolonge le même pari, celui d'une Afrique capable de financer son propre futur. Le bénéfice, pour le spectateur, est clair, comprendre qu'un mouvement né d'une chanson peut redéfinir la notion même de puissance, sans guerre, sans domination. Mais si la souveraineté devient contagieuse, qui écrira la suite ? Les États ou les citoyens ? La révélation est arrivée sans discours officiel. En 3 ans à peine, Ibrahim Traoré a réorienté plus de 4,8 milliards USD issus de l'or vers les infrastructures locales. Ce chiffre, à lui seul, a inversé la logique du pays. Ce qui partait autrefois vers l'extérieur irrigue désormais les provinces. Les écoles gratuites accueillent 1,2 million d'élèves, les hôpitaux ruraux se multiplient et les villages s'électrifient grâce à l'énergie solaire. Pour comprendre cet élan, il faut revenir à la source. Une jeunesse fatiguée, des dépendances et des conditionnalités imposées. Quand la Jamaïque, encore grevée d'une dette extérieure de 14 milliards USD, regarde vers le Sahel, elle n'y voit pas seulement une expérience africaine, mais un miroir possible. L'onde qui traverse l'Atlantique n'est pas seulement symbolique, elle traduit une mutation du langage politique en langage économique. Les étudiants de Kingston débattent des budgets publics, les musiciens transforment la macroéconomie en mélodie, et les activistes calculent le prix réel de la dignité. La mini-révélation se loge dans cette correspondance, l'idée que la souveraineté peut s'enseigner, se chanter et se financer. Ce n'est plus une théorie de sommet, mais une pédagogie populaire où chaque stream, chaque don devient un vote implicite. Quand un peuple se découvre coproducteur de son propre récit, la géopolitique cesse d'être un jeu réservé aux chancelleries, elle devient affaire de citoyens connectés. Et si cette circulation des idées, des chiffres et des rythmes annonçait une nouvelle forme de gouvernance, non plus imposée, mais inspirée ? C'est la promesse silencieuse de ce mouvement, la possibilité que la conscience précède la politique. Au centre de cette transformation se dresse une figure paradoxale. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État presque malgré lui. Son visage, souvent filmé sans décor officiel, a remplacé les portraits figés des chancelleries. Il parle sans script, et cette sobriété, loin de la faiblesse, est devenue une force, celle d'un langage que chacun comprend. Dans les rues de Ouagadougou, on raconte comment sa décision de nationaliser l'or a immédiatement relancé les circuits locaux. Des artisans embauchés, des ingénieurs formés, des coopératives créées. Mais la portée de cette politique dépasse les frontières. À Kingston, un jeune batteur raconte « Quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai compris que la liberté pouvait se chiffrer ». Une phrase simple, devenue virale. Elle résume ce que les économistes nomment aujourd'hui le dividende moral, la confiance comme actif national. Ses premiers impacts, hausse des investissements communautaires, réappropriation du discours économique, multiplication des initiatives éducatives, ne sont pas spectaculaires. Ils sont durables. Ils s'ancrent dans un imaginaire nouveau où la dignité n'est plus un luxe, mais un levier. Le personnage guide ne prêche pas, il montre, et son influence s'étend comme une onde tranquille, de Ouagadougou au campus jamaïcain, prouvant qu'un modèle politique peut aussi naître d'un rythme. Alors, si la fierté peut produire des chiffres, jusqu'où ira ce réveil collectif ? Tout a commencé par une étincelle, une phrase prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un discours retransmis depuis Ouagadougou.
Nous ne serons plus gérés comme une colonie qui prétend être libre. En quelques heures, ces mots ont traversé les frontières numériques. Des extraits de la vidéo traduits en anglais, en créole et en swahili sont devenus viraux. Sur les réseaux, des étudiants jamaïcains ont repris la citation et l'ont transformée en refrain. Freedom is not a favor. C'était le point de départ. Le 12 avril, Usain Bolt publie une lettre ouverte adressée à Traoré. Nous te voyons, nous te soutenons. En moins de 24 heures, le message atteint 9,4 millions de partages. L'événement agit comme un catalyseur. Les médias internationaux s'en emparent, d'abord sceptiques, puis intrigués. Comment un président sahélien inconnu du grand public est-il devenu l'icône d'une solidarité transatlantique ? Pendant ce temps, à Ouagadougou, les chantiers se multiplient. Écoles, hôpitaux, centrales solaires. Chaque projet porte le même mot inscrit sur ses murs, souveraineté. Le 30 septembre, la vague atteint son sommet. De Kingston à Port-au-Prince, plus de 120 000 personnes défilent en scandant « Leave Traoré alone ». 2 drapeaux flottant côte à côte. Le vert jaune-noir de la Jamaïque, le rouge-vert-or du Burkina Faso. Les caméras capturent un moment suspendu, la fusion d'un rêve panafricain ancien et d'une génération connectée. Les chiffres explosent, 10 millions d'impressions sur les réseaux, 8,5 millions USD récoltés pour des programmes éducatifs. À cet instant, le mouvement n'est plus un simple hommage. C'est une déclaration d'autonomie culturelle et économique. Après l'euphorie, la réflexion s'installe. Les universités de Kingston et de Portmore ouvrent des séminaires intitulés « Souveraineté appliquée ». Les économistes y débattent du modèle burkinabé. Réduction de la dette extérieure, nationalisation partielle des ressources, diversification agricole. Certains y voient en une utopie fragile, d'autres un laboratoire de résistance douce. Et partout, la même question persiste. Que se passera-t-il lorsque la musique cessera ? La séquence raconte une révolution sans coup de feu, des tambours, des chiffres, des gestes concrets. Une souveraineté qui s'improvise mais qui apprend à durer. Dans le sillage d'Ibrahim Traoré, un continent et ses îles redécouvrent une vérité simple. La liberté n'a de sens que lorsqu'elle se compte, se partage et se transmet. Le succès du modèle burkinabé ne repose pas sur la rhétorique, mais sur des chiffres précis. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, 3 indicateurs majeurs tracent une trajectoire claire entre dépendance et autonomie. Premier indicateur, les ressources réorientées. En moins de 3 ans, le Burkina Faso a redirigé 56 milliards USD provenant de contrats miniers étrangers vers des banques nationales. Ce basculement, au lieu d'assécher les finances publiques, a doublé la capacité d'investissement local. Chaque dollar rapatrié a financé simultanément l'éducation, la santé et la production agricole. Autrement dit, la souveraineté est devenue un multiplicateur économique mesurable. Deuxième indicateur, l'impact éducatif et social. Les programmes scolaires gratuits ont touché 1,2 million d'élèves, soit une hausse de 37% par rapport à l'année précédente. Les nouveaux manuels, imprimés localement, réduisent les coûts d'importation et stimulent l'emploi éditorial. Chaque école construite dans une province rurale génère en moyenne 27 emplois indirects des ouvriers aux enseignants. Là où l'on redoutait un déficit, on observe une économie circulaire de proximité. Troisième indicateur, la stabilité macroéconomique. Les experts du ministère des Finances annoncent une baisse de 14% du recours à l'emprunt extérieur, sans réduire les dépenses sociales. Ce chiffre, bien qu'encore fragile, marque une rupture avec le modèle classique d'aide conditionnelle. Pour la première fois depuis une décennie, la croissance rurale dépasse la croissance urbaine. Le pays investit dans ce qu'il possède, le soleil, le sol, la solidarité. Ce trio de données n'a rien d'abstrait. Il dessine un cycle vertueux, des revenus qui restent, des services qui renaissent, des citoyens qui croient. Dans les rues de Kingston, les économistes amateurs le traduisent à leur manière. Quand un pays garde son or, il garde sa voix. Et cette équation traverse les océans, convertissant la statistique en symbole. Ce que montre le cas burkinabé, c'est que la souveraineté n'est pas une posture morale, mais une stratégie budgétaire. Un modèle exportable, adaptable, testable.
Chaque pourcentage devient preuve que l'indépendance peut se mesurer non par les dettes contractées, mais par les marges conservées. À cette heure, les observateurs étrangers doutent encore. Ils évoquent le risque d'isolement, de populisme, d'épuisement des ressources. Mais dans les marchés de Ouagadougou, la réponse se lit dans les gestes quotidiens. Les prix se stabilisent, les coopératives se fédèrent, et les jeunes diplômés retournent au village pour participer. La souveraineté ici ne s'enseigne plus, elle se pratique. Et derrière chaque graphique, chaque ratio, demeure un rappel. Lorsque les peuples comptent leurs gains avant leur dépendance, ils reprennent la maîtrise du temps. C'est ce que démontre, silencieusement mais sûrement, le pari d'Ibrahim Traoré. La réussite du Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, suscite autant d'admiration que d'interrogation. Deux visions s'affrontent, chacune armée de données et de doutes. Première thèse, le réalisme sceptique. Les économistes orthodoxes estiment que la nationalisation rapide des ressources crée une vulnérabilité cachée. Sans partenaires étrangers, disent-ils, le pays risque la contraction du crédit et le manque d'investissement technologique. Ils rappellent que plusieurs États africains, dans les années 1980, avaient déjà tenté l'autonomie minière avant de replonger dans la dépendance, faute de réseaux commerciaux solides. Pour eux, la politique de Traoré relève d'un volontarisme séduisant, mais temporaire. Seconde thèse, le pragmatisme souverain. Les partisans du modèle burkinabé répondent par les faits. En 2024, la production d'or domestique a progressé de 22%, tandis que les revenus fiscaux locaux ont augmenté de 18%. Loin de l'isolement annoncé, le pays a signé de nouveaux accords sud-sud avec le Mali et Madagascar, fondés sur l'échange de compétences plutôt que sur la dette. Dans ce scénario, la souveraineté n'est pas fermeture, mais redirection des flux. La confrontation de ces deux thèses ne conduit pas à un verdict, mais à une nuance. Le risque existe, mais il s'équilibre par la discipline collective et la clarté des objectifs. Le scepticisme rappelle les limites, le pragmatisme prouve qu'elles peuvent être repoussées. Une phrase, 8 mots. L'unité est pouvoir, pas souvenir. C'est avec ces mots qu'Ibrahim Traoré a rouvert le cycle du panafricanisme, non plus comme nostalgie, mais comme stratégie. À ce moment précis du récit, la perspective change. Le mouvement n'est plus centré sur un leader, mais sur la circulation d'un modèle. De Kingston à Bamako, des étudiants traduisent ces discours en capsules de 60 secondes, les partagent, les adaptent, les commentent. Les économistes parlent d'un transfert d'idées à haut rendement, une forme de capital symbolique actif. Chaque publication, chaque remix agit comme un micro-investissement dans la conscience collective. Et c'est là la bascule. La révolution quitte la rue pour s'installer dans les algorithmes. Les hashtags deviennent des forums, les vues se changent en débat, la musique devient matière première d'éducation. À mi-chemin du récit, l'utopie se digitalise. Et la solidarité prend la forme d'un réseau, invisible mais mesurable. La question désormais n'est plus si le mouvement durera, mais comment il évoluera quand la connexion deviendra pouvoir. Les conséquences du tournant engagé par Ibrahim Traoré se mesurent déjà sur 4 fronts, nations, entreprises, citoyens et régions. Les nations. Le Burkina Faso, en affirmant sa souveraineté économique, a inspiré une révision des priorités budgétaires dans plusieurs États du Sahel. Le Mali explore un modèle similaire d'autonomie énergétique, tandis que Madagascar lance un fonds panafricain de développement rural. La coopération ne s'écrit plus en mémorandum, mais en résultat. Dans les forums régionaux, les débats portent sur les chiffres. Comment convertir les 5,6 milliards USD récupérés en politique durable ? Le précédent burkinabé devient ainsi une référence mesurable, non idéologique. Les entreprises, la réorientation de l'or et des ressources locales a ouvert la voie à des marchés internes inédits. Des startups de transformation agricole apparaissent à Bobo-Dioulasso, financées par des microcrédits issus des nouvelles banques publiques. En Jamaïque, des entrepreneurs créent des plateformes d'échange avec l'Afrique de l'Ouest, valorisant le commerce équitable et la culture comme bien exportable. Une économie afro-atlantique se dessine. 302 milliards USD d'investissements prévus d'ici 2027. Les citoyens. Le changement le plus profond est moral. Les jeunes générations
longtemps tenu à distance du politique, s'y réengagent. Les programmes de souveraineté appliquée attirent étudiants, artistes, cultivateurs. Les slogans cèdent la place à des chiffres, les rêves se transforment en modèles. À Kingston, on dit désormais « compter, c'est croire ». La politique réinventée devient pédagogique. Les régions. Dans le Sahel, la stabilité naît d'un équilibre inédit entre production locale et participation populaire. Les provinces qui recevaient hier des aides humanitaires exportent aujourd'hui leur surplus agricole. Les données agricoles indiquent une hausse de 22% du PIB rural. Cette résilience attire l'attention des observateurs. L'Afrique ne subit plus le narratif mondial, elle le reformule. Ainsi, les conséquences du modèle Traoré dépassent le cadre national. Elles redéfinissent la hiérarchie des possibles. Ce que l'on croyait réservé aux puissances devient accessible aux nations modestes. Le mot indépendance cesse d'être une commémoration, il devient une méthode. À ce stade, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso et le mouvement qu'incarne Ibrahim Traoré. Elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres d'analyse. 3 miroirs tendus à un même élan. Scénario 1, base, la consolidation prudente. Le pays poursuit la nationalisation graduelle des ressources tout en stabilisant ses partenariats régionaux. Les recettes minières financent des programmes d'éducation et d'énergie décentralisés. La croissance reste modeste, autour de 3,5%, mais la confiance populaire s'enracine. Les observateurs parleraient alors de souveraineté durable, un modèle lent mais solide. Scénario 2, optimiste, la contagion maîtrisée. Les pays du Sahel et de la Caraïbe adoptent à leur tour le modèle Traoré. Une alliance économique afro-caribéenne se structure, dopée par la diaspora et les transferts numériques. Les flux d'investissement dépassent 4 milliards USD en 12 mois. Dans ce cas, la souveraineté ne serait plus un slogan, elle deviendrait un moteur de co-développement. Les jeunes, artistes et économistes confondus, en seraient les principaux architectes. Scénario 3, pessimiste. La résistance des systèmes anciens. Sous pression diplomatique, les canaux d'exportation se restreignent, les financements extérieurs se raréfient, le pays se replie sur lui-même, freinant ses projets sociaux. Mais même dans cette hypothèse, l'idée reste intacte, la dignité comme capital. Les échecs économiques ne supprimeraient pas l'impact moral, celui d'un peuple qui ose dire non. Quelle que soit la trajectoire, le mouvement a déjà franchi un point de non-retour. Il a déplacé la question de l'aide vers celle de l'équité. Et si dans les 12 prochains mois, la jeunesse du Sud global parvenait à transformer sa ferveur en modèle institutionnel, alors la prophétie d'Ibrahim Traoré, la liberté s'administre, trouverait enfin sa preuve. Ce mouvement n'appartient plus aux seuls analystes. Il touche directement ceux qui le regardent, l'écoutent, le partagent. Dans les rues de Kingston, dans les marchés de Ouagadougou ou les amphithéâtres d'Abidjan, chacun trouve un fragment de soi dans le parcours d'Ibrahim Traoré. Le public n'est plus spectateur, il devient témoin, parfois acteur. Les jeunes Jamaïcains voient dans le modèle burkinabé une leçon d'autonomie culturelle. Produire avant de consommer, comprendre avant d'imiter. Les Africains de la diaspora redécouvrent une fierté calme, celle de savoir que le mot souveraineté peut se conjuguer sans violence. Quant aux citoyens d'Afrique de l'Ouest, ils perçoivent un horizon concret. L'idée qu'une politique centrée sur la dignité n'est plus utopie, mais discipline collective. Cette proximité émotionnelle repose sur un phénomène inédit, la participation narrative. En partageant une vidéo, un poème ou une statistique, chacun prolonge l'histoire. Les médias ne la diffusent plus seulement, ils la coécrivent avec la foule. Ainsi, l'émotion devient donnée, la conscience devient contenue. Le message, au fond, est simple. Comprendre, c'est déjà construire. Et dans un monde saturé d'informations, la capacité à discerner vaut plus que la force brute, car peut-être que la vraie souveraineté pour le spectateur commence ici, dans la lucidité. La prochaine étape du mouvement panafricain inspiré par Ibrahim Traoré ne repose pas sur la ferveur, mais sur la méthode. Pour transformer la conscience en structure, 5 axes d'action se dessinent. Éducation souveraine, former des citoyens capables de lire les budgets, de comprendre les flux économiques et de débattre sans dépendre des récits extérieurs. Des programmes d'alphabétisation économique sont déjà en projet dans 6 provinces du Burkina Faso.
Coopération Sud-Sud. Institutionnaliser les échanges entre Afrique et Caraïbes. Un fonds afro-caribéen d'investissement solidaire, alimenté par la diaspora, pourrait générer 1,4 milliard USD par an. L'objectif, financer les médias, la formation et les infrastructures locales, production locale, encourager la transformation des matières premières sur place. Chaque pourcentage de valeur ajoutée conservée équivaut à 1 point de liberté budgétaire. Technologie civique. Créer des plateformes transparentes pour suivre l'utilisation des fonds publics et mesurer les retombées réelles des projets. La souveraineté sans données est une croyance. Avec elle, elle devient gouvernance. Diplomatie culturelle. Faire de la musique, de l'art et du sport des canaux de négociation symboliques. Ce que les chancelleries refusent, les cultures peuvent relier. Ces 5 leviers tracent une feuille de route simple. Savoir, produire, relier, mesurer, représenter. Et si chaque pays du Sud global adoptait cette méthode, l'héritage d'Ibrahim Traoré ne serait plus une exception, mais une école. Le soir tombe sur Ouagadougou. Dans la lumière rouge des ateliers, un jeune ouvrier termine une enseigne où l'on peut lire « Souveraineté, notre or intérieur ». La caméra s'attarde sur ses mains, puis sur son regard. Ce n'est pas la misère qu'on y voit, mais la maîtrise, celle qu'Ibrahim Traoré a rendue possible en prouvant qu'un pays peut choisir sa dignité avant sa dette. À des milliers de kilomètres, à Kingston, un groupe de musiciens enregistre une dernière prise du morceau Hands Off Africa. Le rythme n'est plus lent, plus grave. Les voix ne célèbrent plus, elles méditent. Le refrain, cette fois, ne dit pas « Leave him alone », mais « Stand with him ». Et dans cette variation, on entend le passage de la ferveur à la responsabilité. Car ce mouvement n'était pas une émeute, mais une éducation. Une génération qui, en écoutant un homme, s'est entendue elle-même. Et peut-être que la vraie victoire d'Ibrahim Traoré n'est pas d'avoir pris le pouvoir, mais d'avoir appris à le partager. Ce récit ne se ferme pas, il s'ouvre. Car la révolution que symbolise Ibrahim Traoré n'est pas un chapitre d'histoire, mais une invitation. Elle nous rappelle que la souveraineté n'a de valeur que lorsqu'elle devient collective, quand l'éducation forme, quand la culture relie, quand la conscience agit. Chaque spectateur, chaque lecteur peut prolonger ce mouvement en partageant un savoir, en soutenant une initiative locale, en refusant l'indifférence. Les tambours de Kingston et les vents du Sahel battent le même tempo, celui de la dignité rendue au quotidien. Alors, laissons résonner cette question simple et urgente. Si une chanson peut unir des continents, qu'est-ce que nos actes pourraient unir demain ? L'avenir du panafricanisme ne se décrète pas, il se pratique, ligne par ligne, main par main, lien par lien. Et peut-être qu'en répondant à cet appel discret, nous ferons, nous aussi, partie de ce nouvel horizon.